Bienvenue à Mediapart, le journal indépendant qui, chaque semaine, vous propose de la télévision indépendante de 20h à 22h30. Le journal qui ne vit que de ses lecteurs. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Donc, c'est le temps des cadeaux, c'est le temps des fêtes. Toute cette soirée, vous verrez passer une petite bande qui vous rappellera qu'il y a des abos cadeaux sur Mediapart. Voilà, maintenant, on est au cœur de notre travail. Cet hebdo, c'est retour sur nos enquêtes, les enquêtes de Mediapart, les enquêtes qui font parler d'elles quand elles aboutissent, quand elles provoquent des événements. Vous avez vu, aujourd'hui, M. Takedine, dans l'affaire libyenne, il est mis en examen pour corruption d'agents de l'autorité publique. La suite est à venir. L'affaire libyenne, commencée il y a 5 ans et demi sur Mediapart, cet énorme scandale. Et puis, nous sommes le 7 décembre. Demain, 8 décembre, il y a un jugement qui va tomber en première instance. Le jugement d'une autre affaire où Mediapart a dû batailler contre les sceptiques pendant 4 mois. C'est l'affaire Cahuzac. Mais il y a une affaire qui nous occupe depuis plusieurs mois et sur laquelle nous bataillons tous les jours. Vous en entendez parler dans le monde entier. Ça s'appelle Football Leaks. C'est de ça dont nous allons parler avant notre rendez-vous du grand débat de 20h30, dans une petite demi-heure, avec notre invité ce soir, le deuxième candidat à la présidentielle invité après Emmanuel Macron, c'est Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, qui répondra aux questions de la rédaction de Mediapart et qui débattra aussi avec une représentante du parti de gauche, des tenants de l'écosocialisme en campagne, avec Jean-Luc Mélenchon. Mais Football Leaks, avec les deux limiers qui, en violation de toutes les règles de la loi sur les conditions de travail, non, je blague, il y a des règles à Mediapart. Je présente Michaela Schdenberg, Yann Philippin. Depuis 7 mois, en tandem, vous êtes sur cette affaire Football Leaks. Il y a un dossier que tout le monde peut déjà consulter. On a commencé les premières révélations le 2 décembre, il y a quelques jours. Il y en a pratiquement tous les jours. Tout à l'heure, en préparant l'émission, vous la résumiez en rappelant le premier scoop qui était sur les 150 millions, les 150 patates, comme on dit les vidéastes et les youtubeurs qui ont commenté tout cela, de Ronaldo, la vedette qui est au Real Madrid, etc. Et vous disiez, au fond, 150 millions, il aurait eu 150 millions de fois, il aurait pu, pour 150 millions de fois, tester Mediapart pour 1 euro. Bon, quel est l'enjeu, Michael, de cette histoire ? L'enjeu va au-delà de Mediapart et de ses abonnements. Je pense que tout le monde l'a compris. Cette somme de 150 millions, effectivement, tu l'as dit, a traversé le monde entier parce qu'elle est extrêmement frappante. On savait que dans le football, il y avait énormément d'argent, on ne le découvre pas. Les rémunérations sont folles, le coût des transferts sont exorbitants. Mais là, ce que Football Leaks nous a permis de toucher du doigt, c'est la face cachée du football, celle qu'il y a derrière ces chiffres-là. Et à travers ce chiffre de 150 millions, on l'a choisi pour commencer notre histoire et nos 3 semaines de publication parce que c'est un personnage iconique, Cristiano Ronaldo. C'est le joueur le plus connu du monde, le joueur le plus riche du monde, le plus suivi sur les réseaux sociaux du monde. Et on s'aperçoit qu'il cache cet argent. C'est-à-dire que gagner beaucoup d'argent, c'est pas un crime. Quand on a du talent, il peut être récompensé. Mais là, en fait, on a découvert toute une série de joueurs, d'agents qui dissimulent leur fortune pour ne pas avoir à reverser à la société ce qu'ils doivent à la société. Alors que les gens dépensent beaucoup dans le football. Ils s'achètent des places pour aller au stade, ils s'achètent des maillots, ils s'achètent des chaussures, tout ça coûte une fortune. Et en fait, cet argent-là, il s'évapore. Il ne revient pas. Quand on achète une chaussure de foot Ronaldo, Ronaldo touche sa part, ce qui est tout à fait normal, sauf qu'ensuite, il le met de côté, d'abord par l'Irlande, puis dans les îles Vierges, puis en Suisse, pour que plus personne ne revoie la couleur de cet argent. Donc c'est la première phase qu'on a découverte qu'on a développé dans Football Leaks. Échappe à l'impôt, donc échappe à l'intérêt général. Exactement. Un sport populaire qui pourrait permettre, par sa richesse, de construire des écoles, des routes. Exactement. Ou même pour rester dans l'univers du sport, des stades, des infrastructures pour aller au stade, financer le football amateur, tout un tas de choses où l'argent manque cruellement souvent. Ça, c'est nouveau. On ne le savait pas. En tout cas, on pouvait peut-être l'imaginer. Certains vont dire qu'ils en avaient l'intuition. Et le rôle des journalistes, c'est de le documenter. C'est la première fois qu'on a une masse de documents pareils pour pouvoir le prouver. On a eu accès à 18 millions de documents.
grâce au consortium auquel Mediapart appartient. Alors c'est l'European Investigative Collaboration, exactement. EIC en anglais, qui rassemble 12 titres. Oui, 12 titres, dont Le Spiegel. Et là, on doit remercier le Spiegel, journal célèbre allemand. Un de ces journalistes a eu accès en fait à une source qui avait créé en fait l'année dernière, en 2015, un site internet qui s'appelait Football Leaks déjà. Il avait commencé à mettre sur le site internet un certain nombre de documents, un certain nombre de contrats qui permettaient de comprendre certaines choses et notamment d'halluciner sur certains montants. Mais il s'est aperçu, et les journalistes avec, qu'il y avait beaucoup plus à faire avec ce qu'il avait comme matière et qu'il fallait se mettre à, non pas seulement 3 comme un Mediapart avec Michel Henry qui a travaillé avec nous, mais à une 60aine de journalistes, mais aussi des informaticiens qui ont su créer les moteurs de recherche, la manière de trier, de classer. Parce que quand on reçoit 18 millions de documents comme ça dans une corbeille, on ne peut pas enquêter comme ça. C'est immense. C'est gigantesque, hein, on l'a dit, parce que c'est une comparaison moi, qui m'a lu, c'est 500 000 fois la Bible. Donc il faut se rendre compte de ce que c'est quand on est plongé face à ça. Donc il a fallu, avant que les journalistes puissent se plonger là-dedans, qu'il y ait tout un travail qui soit fait. Et les équipes de Mediapart ont beaucoup participé à ça. Les équipes techniques, les informaticiens de Mediapart. Pour permettre ensuite que nous, on puisse classer, analyser, trier et investiguer. Alors, je me retourne vers toi, Yann. Explique comment... Je faisais la blague sur les conditions de travail parce qu'il y avait une blague à Mediapart tous les soirs pratiquement. Tu restais tard, tu étais pris par cette histoire, au point qu'on te disait parfois faut aller te coucher, faut pas, etc. Tu es tellement ça t'habitait. Raconte un peu parce qu'on dit la face cachée, mais une enquête comme ça, c'est 7 mois où tous les deux, vous avez été dégagés, même si vous avez fait d'autres choses là-dessus, plus le renfort de notre collègue Michel Henry, les réunions avec les autres journalistes, les 60 personnes ont été mises à contribution. Comment ça se passe? Raconte. Mickaël l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'on est face à une masse, à un océan qui est quasiment indescriptible en termes de taille, enfin, on pourrait se noyer dedans. Donc comment on fait? C'est qu'on a procédé très simplement, on a fait des listes. Chacun dans nos pays, on a fait des listes de joueurs, d'agents, de personnalités du football, qu'on pouvait rentrer dans un moteur de recherche, une sorte de Google secret, où on avait des résultats et on voyait là où ça mordait, là où ça mordait pas. Et là où ça mordait, il y avait parfois des centaines, parfois des milliers de documents sur un nom. Par exemple, sur Cristiano Ronaldo, c'était des milliers et des milliers de documents, rien que sur le cas de Ronaldo. Et ensuite, il a fallu passer des heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures à ouvrir ces documents, à essayer de les comprendre, à les traduire, parce qu'évidemment, ils étaient dans toutes les langues. Ça allait du chinois au français, en passant par l'anglais, le portugais et l'espagnol. Et ensuite, en lisant ces documents, essayer de décortiquer les montages financiers, de les reconstituer. Et c'est là où le consortium a apporté une puissance fabuleuse. C'est parce qu'on s'est réparti le travail. Chacun a fait des bouts d'enquête dans son pays, dans son domaine. On a fait des équipes transnationales pour reconstituer, en fait, bout à bout, les pièces du puzzle, jusqu'à avoir, à la fin, le puzzle complet. Et pour reprendre ce chiffre de 150 millions qui a frappé le monde entier par son ampleur, pour obtenir ce chiffre si simple, si pur, j'allais dire, ça a été des mois et des mois à décortiquer des montages financiers d'une complexité folle. Et dans ce travail de puzzle, comme c'était secret, comment vous faisiez pour vérifier, recouper? Comment le puzzle, vous n'êtes pas sorti du bois, donc comment vous faisiez dans ce moment-là? Pour communiquer entre nous. Voilà, oui. Alors, on avait des protocoles de communication extrêmement stricts. C'est très simple, on avait le droit d'échanger aucune information qui ne soit cryptée. Donc des mails cryptés, des messageries cryptées sur téléphone, des coups de fil cryptés. On a notre propre forum interne sur Internet, un endroit extrêmement bien caché, où on pouvait aussi communiquer par message crypté. Et même dans la dernière phase, pour faire relire les articles, par exemple, avant publication, quand on se les envoyait entre nous au sein de Mediapart, à un collègue qui était à 2 mètres de distance, c'était aussi par un mail crypté, pour être sûr qu'il n'y ait absolument aucune fuite. Et c'est comme ça qu'on a pu tenir le secret pendant 7 mois. Pourquoi tant de précautions? Il y a des gros enjeux, il y a des grosses pressions, il y avait des dangers. Les dangers étaient très forts, et d'ailleurs on l'a vu tout de suite, parce qu'on s'attaque à des gens très riches, à des gens très puissants, dont l'image vaut très cher. Cristiano Ronaldo, son image vaut 150 millions d'euros. Et quand on attaque l'image de ces gens-là, ils deviennent très méchants. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ronaldo ou les gens qui sont derrière, les gens qui ont investi? Voilà, les deux, à la fois Ronaldo et tous les gens qui ont élaboré les montages pour lui, qui sont les hommes de l'ombre, les architectes de l'évasion fiscale, que justement nous on a mis dans la lumière. Et ces gens-là sont riches, sont puissants, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jour même où on leur a envoyé nos questions, c'est-à-dire plus d'une semaine avant la publication, ils ont obtenu d'un juge espagnol
qu'il censure notre partenaire espagnol El Mundo. Et par la suite, ce même juge espagnol s'est mis dans la tête de censurer l'ensemble des membres du consortium et d'obtenir que ce jugement complètement dingue, hein, il faut le dire, qui a été obtenu en Espagne, soit appliqué par les justices françaises, allemandes, britanniques et autres. Évidemment, nous n'avons pas cédé à ce chantage, mais c'est pour vous dire jusqu'où sont prêts à aller les gens sur qui on enquête. On va le voir dans un petit reportage qu'ont fait nos confrères de Première Ligne pour complément d'enquête qui, demain, sur France 2, le magazine d'investigation de France 2 va rebondir sur notre enquête sur le service public. On va voir ce petit extrait de ce reportage de Première Ligne. Madrid, la ville du Real et de Cristiano Ronaldo, samedi 3 décembre, le matin de la publication du scoop mondial Football Leaks. Siège du grand quotidien El Mundo, l'un des 12 partenaires du réseau européen de journalistes EIC. L'argent caché de Ronaldo fait la une. Paola Guzado est l'une des journalistes qui a passé 6 mois sur cette enquête. Vertigineuse. Tous les journalistes qui ont travaillé sur cette enquête avaient en permanence un nœud à l'estomac. Quand on sait à quel point ces gens sont puissants, Ronaldo, Mendes, Mourinho, on se sent tout petit et on ne sait pas à quoi s'attendre. La réaction n'a pas tardé. Quelques jours avant la publication, les avocats de Ronaldo et de son agent ont contre-attaqué pour tenter d'interdire l'enquête. 10 jours avant la publication, nous avions contacté les avocats de Ronaldo ici en Espagne. Ils n'ont pas aimé qu'on leur pose des questions aussi précises. Ils sont allés voir un juge et ce juge nous a interdit de publier quoi que ce soit qui les concerne. Mais on ne peut pas interdire à un journal de publier des informations. Le juge a dit « D'accord, je vais voir, je vais réfléchir ». Et on attend toujours sa réaction. 3 jours après la publication, un juge espagnol a annoncé qu'il allait solliciter la coopération judiciaire européenne pour obtenir le retrait des Football Leaks des 12 médias. Un juge enquête sur un vol présumé de documents au sein d'un cabinet d'avocats espagnol qui conseille certaines des stars du football. Une tentative de censure inédite à l'échelle européenne. Michael, cette censure, elle n'a pas eu lieu. On a tout publié, El Mundo a publié. Donc on se fout de la justice, c'est ça que ça veut dire? Non, ça ne veut pas dire qu'on se fout de la justice, mais ce n'est pas la première fois que Mediapart a bataillé en justice pour faire valoir ces informations. Tu le sais mieux que quiconque, nous, quand on estime qu'une information est d'intérêt général, on la publie. Et là, c'est le cas, elle concerne tout le monde. Parce que les victimes de l'évasion fiscale, entre autres, parce que dans les 3 semaines de publication, il n'y aura pas que de l'évasion fiscale, elle concerne tout le monde. Donc, pour quelle raison est-ce qu'il ne faudrait pas publier cette information? Nous, on n'en a pas trouvé une seule. Pour quelle raison est-ce qu'il faudrait protéger ces personnes qui, d'après nos enquêtes, en plus, ont pu déjà, pour certaines d'entre elles, être protégées par l'administration fiscale. En tout cas, on a l'impression qu'on s'interroge. Pourquoi est-ce que c'est pas allé plus loin? Cristiano Ronaldo, il a été l'objet de contrôles fiscaux. Ils sont aperçus qu'il y avait des montages, etc. Il a donné des justificatifs qui étaient franchement pas convaincants, comme on l'a expliqué. Il a payé très en retard, au dernier moment, quand il a su qu'il allait se faire prendre, etc. Et pourtant, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Il y en a d'autres qui ont été redressés, mais il n'y a pas eu non plus de poursuite judiciaire. Donc nous, on est là pour poser des questions. On est là pour donner des faits, c'est ce qu'on fait. On a des sources, on les utilise, on révèle des faits, et ensuite, normalement, c'est là que la justice doit s'en emparer, pas pour nous empêcher de publier des informations. De fait, c'est ce qui s'est passé, puisque le gouvernement espagnol, le secrétaire d'État chargé de ça, a dit qu'il allait regarder et demander à l'administration fiscale de se mettre en mouvement. Oui, oui. On a eu de la chance, c'est-à-dire que je crois que cette fois, ça arrive parfois que nos informations elles soient remises en cause. Ah, vous êtes sûr, vous exagérez. Là, le seul argument qu'on nous a opposé, qu'ont opposé les gens qui étaient mis en cause, c'était de dire vos autres documents, ils sont biaisés, ils sont faux, ils ont été falsifiés. Alors nous, on leur a dit attendez, ça fait 7 mois qu'on vérifie tout. L'information Ronaldo, on l'a découverte dans la semaine qui précédait la finale de l'Euro 2016. Alors je peux vous dire, contre la France, on bouillait de la publier. Enfin vraiment, on était là, on se disait si seulement on pouvait sortir ça maintenant. Bon, c'est pas pour rien qu'on a pris quelques mois de plus. On voulait absolument être béton, sûr de nous, tout vérifier, confronter tout le monde et donner l'opportunité aux gens qu'on mettait en cause de répondre s'ils avaient quelque chose à dire qui prouvait qu'il y avait une erreur dans nos documents. Ils ne l'ont pas fait. Donc on était sûr de nous. Et là, effectivement, comme tu viens de le dire, l'administration fiscale
à confirmer l'authenticité des documents que nous publions. Donc l'argument principal qui était de dire ce que vous dites est faux tombe à plat et normalement on est tranquille. Ça va plus vite que dans l'affaire Cahuzac. Voilà. Et à l'échelle mondiale. Mais derrière quand même cette décision que nous contestons de ce juge espagnol, il y a la question de la source, puisqu'il est saisi d'une plainte sur un hacking de documents dans un cabinet qui est au cœur de ces montages. Alors, qu'en est-il de la source? On a raconté, mais racontons-leur pour donner envie à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Alors je leur conseille en effet de lire cet article parce que l'histoire de la source, c'est un des premiers articles de cette fuite, oui, qui est paru le 2 décembre, c'est un véritable polar, on dirait un roman d'espionnage. Alors déjà, il faut préciser à nos lecteurs et à nos téléspectateurs que cette source, on ne la connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Le seul mais ça, homme... c'est embêtant qu'on ne connaisse pas, nous, Mediapart. Non, ça, c'est pas embêtant. Ce qui est embêtant, c'est est-ce que les documents sont authentiques? Ça, c'est la vraie question. Et on sait d'où vient la source. On sait... Alors, voilà, on sait d'où vient la source. Il y a un seul homme qui la connaît au sein du consortium, c'est Raphaël Bushman, qui est le journaliste du Spiegel à qui la source a remis des documents. Il faut savoir qu'il a passé des centaines d'heures avec lui au téléphone, il l'a rencontré des dizaines de fois, c'est-à-dire que il a largement eu le temps d'évaluer la source et sa crédibilité. Tout ce qu'on sait de lui, ce que Raphaël nous en a dit, c'est que c'est un jeune Portugais, qu'il est très politisé, il s'intéresse beaucoup à la chose publique, il est polyglotte, il parle 5 langues, c'est un fan absolu de foot, il peut vous réciter les équipes des moindres divisions inférieures en Europe, et il dit qu'il veut justement nettoyer le football, provoquer une prise de conscience. Mais cette histoire-là, avec la source, elle a aussi une face plus sombre, qui est qu'en effet, il y a eu 2 plaintes déposées, l'une par un cabinet d'avocats espagnol, l'autre par un fonds d'investissement. Donc une plainte en Espagne, une plainte au Portugal, et ces 2 institutions, enfin ces deux entités, se plaignent d'avoir été victimes d'un vol informatique. Il y a des enquêtes en cours, judiciaires là-dessus, et ce que nous a répondu John, c'est qu'il démentait... Il se fait appeler John. Voilà, il se fait appeler John, pardon, il se fait appeler John. Vous savez, John Doe, c'est comme ça qu'on appelle aux États-Unis les cadavres non identifiés, hein, c'est l'anonyme, John Doe. Et donc John nous a répondu qu'il démentait ces allégations et que, dit-il, il n'aurait qu'un réseau, un très bon réseau de sources. Mais est-ce qu'il ne nous mène pas en bateau, puisqu'il prétend vouloir nettoyer le foot, mais ceux dont se plaignent ceux qui ont porté plainte, c'est qu'ils disent qu'ils ont d'abord été victimes d'un chantage. Donc au début, il a essayé de monnayer avant de faire le chevalier blanc. Alors justement, ça c'est très intéressant, oui parce qu'on a décidé dans cette enquête d'être absolument irréprochable. Et être irréprochable, ça voulait dire enquêter sur la source. Et donc, on a soumis la source à une enquête de la même rigueur que celle qu'on a infligée, si je puis dire, à Cristiano Ronaldo. Et sur cette tentative de chantage, elle a existé. Donc, l'une des victimes présumées de ces piratages a été victime d'une tentative de chantage. Quelqu'un lui a demandé au moins 500 000 € en échange de la non-publication des documents. Et sur cette enquête, on s'est procuré des emails confidentiels qui n'étaient pas dans le leak. C'est-à-dire que nous, journalistes, on est allés chercher. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que oui, cette tentative de chantage a eu lieu, qu'elle n'a pas été au bout, donc au final, il n'y a pas eu de transaction, pour des raisons un petit peu mystérieuses, que la personne qui a fait cette tentative de chantage avait accès à une partie des données, ça c'est ce qu'on peut dire avec certitude. Par contre, on ne sait pas si la personne qui a fait ce chantage était John ou non. Donc ça, c'est pas à nous de le dire, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait là-dessus, et on ne sait pas si c'est John ou pas, lui le dément. Mais c'est arrivé dans d'autres affaires, tu l'as rappelé dans ton article, dans l'affaire Falciani, dans d'autres affaires, que ceux qui sont à l'origine de fuites, dans un premier temps, veulent essayer d'en faire quelque chose, et puis finalement, ils sont atteints par la grâce de l'intérêt public. C'est un très bel exemple, parce que déjà, c'est un vol de documents. Hein. Ouais. Ils volent le fichier de la banque HSBC à Genève, ils l'emportent, ils l'emmènent en France, ils se réfugient en France, parce qu'il est français, ils le volent en Suisse. Et ensuite, plusieurs témoignages, qui ont d'ailleurs été recueillis par les personnes, les journalistes à qui il a remis les données, ont dit qu'il aurait cherché à revendre ces données à des banques libanaises, et par la suite, il s'est repris, il a donné ces informations à des journalistes, et surtout, il les a données aux administrations fiscales de plusieurs pays européens, qui, grâce à ça, ont récupéré des milliards d'euros auprès des fraudeurs fiscaux. Alors revenons justement, Michael, à l'intérêt public de tout ça. Bon là, on a l'histoire Ronaldo, le cabinet la Mourinho, tout ça, on a l'agent des joueurs. Mais on s'arrête là. C'est quoi la suite? Il y a du plus gros, il y a du plus excitant, du plus énorme. Il y a encore du lourd à venir. Ouais, déjà, on a donné, en fait, les gens ont l'impression, ils se rendent compte dans le football, il y a 200 millions qui ont été
Mais non, là, on est juste sur un système, une architecture, celle de Jorge Mendes et de son écurie, à laquelle appartiennent Cristiano Ronaldo et Mourinho. Mais le football ne se résume pas aujourd'hui à Jorge Mendes et à son écurie. Donc nous, on a découvert d'autres structures dont certaines étaient absolument inconnues. Et demain soir, on va faire des révélations qui vont intéresser beaucoup nos lecteurs, parce que là, je crois que c'était vraiment un réseau qui était inconnu, même des grands amateurs de football et des fins connaisseurs, des connexions qu'on ignorait et qu'on va pouvoir développer. Elles touchent tous les pays, c'est des connexions qui touchent la France, qui touchent des joueurs français, donc on va raconter ça dans les jours qui viennent. Demain soir, vendredi soir et dans les jours qui viennent. Et puis, on va raconter plus dans le détail les agents, leur manière de fonctionner, comment ils se comportent avec les mineurs, par exemple. Vous savez que les clubs se battent pour débaucher des jeunes qui peuvent avoir 15, 14 ans. Normalement, il y a des règles que la FIFA édicte, mais elles sont très peu respectées. Personne n'a les moyens, en fait, de faire respecter les règles dans le football. Et donc, on va découvrir aussi ce monde cruel pour s'arracher les talents des plus jeunes. Et puis, en dernière semaine, mais ça, Yann en parlera mieux que moi, on va découvrir des liens avec... On va découvrir des liens, ce qu'il faut bien le dire, assez hallucinants, avec des connexions mafieuses dans le football. C'est-à-dire comment de l'argent noir, d'origine plus que douteuse, vient s'investir dans le football. Et on va aussi découvrir des pratiques... Vient spéculer, quoi. Voilà, vient se blanchir, spéculer et faire des profits, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans le football. Donc, y compris pour des gens à la réputation plus que sulfureuse, ils trouvent que le football est un très bon investissement à condition de se cacher. Et on va aussi découvrir des pratiques autour des transferts. Hein. Vous savez, ces transferts... qui peuvent valoir des dizaines de millions d'euros. Et là, on va parler de caisses noires, de commissions occultes dans des paradis fiscaux pour faciliter ces transferts, et voire même d'affaires de liens avec la prostitution dans le football. Qu'est-ce qu'on peut provoquer avec tout ça? Parce qu'il faut le dire, ici, il y a beaucoup de journalistes à Mediapart qui aiment le sport, qui aiment le foot, et qui, tous les jours, demandent qu'on fasse Mediapart Sport. Donc, on aime le foot, on aime le sport. Donc, en faisant ces révélations, qu'est-ce qu'on veut provoquer? Qu'est-ce qu'on peut provoquer? On fait notre boulot, d'accord. Déjà, mais il y a un intérêt public. C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que nous, on n'est pas contre le foot. Bien au contraire. Ouais. Ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on espère faire, en tout cas, c'est provoquer une prise de conscience. C'est montrer, justement, documenter, comme l'a dit Mickaël, ces dérives, cet argent noir, le fait que le foot est devenu fou d'argent, fou d'opacité, de montage offshore, de pratiques douteuses. Et c'est ça qu'on veut pointer du doigt, en espérant qu'il y ait une réaction, que tout le monde s'en empare, que les joueurs s'en emparent, que les instances du football, évidemment, s'en emparent, et que des choses soient faites pour mettre fin à ces dérives qu'on a découvertes et documentées pour la première fois d'une façon absolument inédite. Oui, parce que c'est systémique. Parce qu'on parle de Cristiano Ronaldo, mais en fait, il ne faut pas pointer un joueur. Il y a un problème de contrôle, et ce qu'on a découvert, c'est que c'était, il ne faut pas tomber dans le tous pourri, mais enfin que c'était extrêmement répandu, en fait, et que les plus grands joueurs, le réflexe normal, et ce qu'on leur propose comme schéma, et celui qu'ils acceptent, c'est de s'évader. Mais ce qu'on a découvert, c'est que ce n'est pas seulement la fraude, l'évasion fiscale. On en blague souvent ici, on dit c'est comme du marché aux bestiaux ou du marché aux esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des joueurs qui sont... voilà, c'est un matériau humain sur lequel des gens spéculent, revendent, c'est ça. Oui, donc il y a quelque chose qui est comme une fable tragique sur l'argent qui se saisit du sport le plus populaire du monde, non? Oui, en fait, les footballeurs qu'on connaît, c'est pas forcément ceux qui sont le plus à plaindre. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. C'est vrai qu'on voit à travers les documents, en fait, on comprend qu'ils choisissent pas du tout leur carrière. Ils ont des choix qui sont imposés par des intérêts financiers, donc ils vont passer d'un club à l'autre, signer, sans forcément comprendre ce qui se passe et sans faire des choix de vie. Mais enfin, souvent, ceux-là, ce sont des joueurs qui gagnent bien leur vie et qui vont pouvoir peut-être aller jusqu'à la fin de leur vie avec cet argent. Il y a aussi tous ceux qu'on ne voit pas, hein, on parlait des mineurs tout à l'heure, il y a tous ceux qui restent à quai, qui se blessent au bout de quelques années, etc. Et ceux-là, on les voit moins, donc c'est aussi une face cachée du football dont on ne parle pas. Mais je pense qu'il ne faut pas complètement dédouaner les joueurs. Ils ont leurs responsabilités aussi. C'est facile de dire, là, on nous dit, mais enfin, bon, ils ne savent même pas ce qu'ils signent, etc. C'est faux. Aujourd'hui, on a sorti l'exemple de Karim Benzema. Donc ça, c'était l'exemple vertueux. Voilà, c'est un exemple. C'est pas pour dire que c'est le seul. Et c'est pas pour en faire une statue. Il paye ses impôts, c'est très bien. Il paye ses impôts en France. Voilà. Donc il sait ce qu'il fait de son argent. Benzema est un joueur qui joue au Real Madrid, en Espagne. Il aurait pu bénéficier d'un régime, sans même parler d'évasion fiscale dans un paradis fiscal. Il aurait pu tout simplement payer ses impôts en Espagne. Il aurait bénéficié d'un régime fiscal hyper avantageux qui lui aurait permis de payer moins de 5% d'impôts sur les droits à l'image qu'il touche via les publicités et sponsors. Or, il a choisi de laisser sa société implantée en France et de payer une taxe beaucoup plus forte. C'est, bon,
au-delà du fait que c'est amusant parce que c'est contraire à l'image qu'on se fait de Benzema, qui est caricaturé comme le mauvais français depuis des années, c'est la preuve aussi, parce que Benzema sait très bien ce qu'il fait et que plus d'une personne a dû lui proposer de gagner plus d'argent ou de dissimuler son argent, que c'est possible. On peut dire non. On peut dire non, bien sûr. Et les footballeurs, ce ne sont pas des idiots. Ils savent que quand on gagne de l'argent, normalement, on paye des impôts. Donc, il y en a qui refusent de le faire, c'est possible aussi. Donc, ne les dédouanons pas de toute responsabilité. On va dire quand même que la semaine prochaine, là, on a donné un aperçu. Il y a des rebondissements à venir demain soir, après-demain, etc. Et la semaine prochaine, le grand débat sera là-dessus. Ouais. Sera là-dessus, sur les Football Leagues, avec, on espère, plein d'invités surprenants. Et on viendra sur des sujets que vous avez traités, ce qu'on découvre sur le monde des avocats. À cette occasion, nous avons appris nous-mêmes que les avocats ne peuvent pas légalement participer à des montages, se faire complice de montages de dissimulation fiscale, qu'il y a des directives européennes. On a raconté cela sur Mediapart. Donc, rendez-vous tous les jours et notamment la semaine prochaine, vous serez là pour le grand débat. Dans quelques minutes, c'est donc le grand débat avec Yannick Jadot, le candidat écologiste sorti des urnes de la primaire écologiste d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle de 2017. Et en attendant ce débat, nous avons nos amis d'Osons Causer, les youtubeurs qui nous accompagnent, avec Ludo, qui justement va nous parler d'évasion fiscale. Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo on va parler d'évasion fiscale, parce qu'après les Panama Papers, les Swiss Leaks, les Lux Leaks, maintenant c'est Mediapart et un consortium de journalistes qui parlent du Football Leaks. Et à cette occasion là on a fait une vidéo, nous on s'en causait sur Ronaldo et ses millions qui planquaient aux îles Vierges et je sais pas où. Et dans les commentaires de cette vidéo on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui étaient très peu choquées par l'évasion fiscale. Et du coup on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas été assez clair et on avait envie de revenir sur le problème de l'évasion fiscale de la manière la plus claire possible. Alors l'évasion fiscale, c'est quand quelqu'un gagne de l'argent dans un pays mais le planque à l'étranger pour éviter de payer les impôts qu'il doit. Alors c'est une pratique qui est le fait que des très très riches, parce que si t'as pas beaucoup d'argent, ça vaut pas le coup de faire tout le micmac. Alors il y a un rapport parlementaire de 2013 qui estime que en gros, chaque année, l'État français perd 60 milliards d'euros de recettes fiscales parce qu'elles sont planquées à l'étranger. Alors 60 milliards d'euros, ça fait un peu abstrait, mais ça correspond à l'impôt sur le revenu, au budget de l'éducation nationale. Et une autre manière de voir ça, c'est de se dire que ces 60 milliards d'euros qui sont planqués à l'étranger, c'est à d'autres gens de les payer. Donc il y a d'autres gens qui payent 60 milliards d'euros d'impôts à la place de ceux qui les planquent. 60 milliards à payer en plus par d'autres, c'est encore un peu abstrait. Donc pour mieux se représenter ça et le rendre concret, on s'est demandé combien ça faisait d'impôts supplémentaires par personne. Alors il y a 60 milliards d'euros qui manquent par an. Si on les divise par les 36,7 millions de contribuables, ça fait 1635 euros par an. Puis, si on veut le mettre par mois, il faut le diviser par 12. Donc ça fait 136,24 euros par mois par contribuable. Alors cette évasion fiscale, c'est quoi? C'est que chacun paye 136,24 euros d'impôts en plus tous les mois. C'est énorme. Hein. C'est chacun, c'est pas que ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Hein. Dans les contribuables, il y a aussi ceux qui le payent pas, il y a ceux qui payent la taxe d'habitation, ceux qui payent la taxe sur l'essence, il y a tout le monde. Parce qu'évidemment, ils vont le compenser, le chercher partout. L'argent qui manque parce que les gros le planquent. Donc là maintenant on comprend très bien ce que ça représente pour nous tous, l'évasion fiscale et toutes ces sommes qui disparaissent. Mais quand on voit simplement 60 milliards de moins dans le budget de l'État, on sait pas ce que ça représente. On voit pas directement que c'est des budgets en moins pour les hôpitaux, pour les écoles et pour tout ça. On voit pas que c'est des taxes en plus pour nous. Ça on le comprend pas. Mais il y a un autre truc, c'est que l'évasion fiscale ça fait rarement le centre du débat. On n'en parle pas trop ni dans l'immédiat ni dans les débats politiques. L'évasion fiscale en un sens c'est presque invisible. Parce que pendant ce temps, il y a une autre fraude dont on parle beaucoup, c'est celle des profiteurs, des assistés, de ceux qui sont dans leur canapé tranquille. Ça, on en parle tout le temps. Alors si on prend la fraude au RSA, là, c'est le branleur dans son canapé qui touche la thune sans rien faire et qui a pas droit. Cette fraude, c'est maximum 100 millions d'euros. Donc avec le même calcul, ça nous donne 0,23. Ça veut dire 23 centimes d'euros par mois. Wouhou! Donc ça, si on compare aux 136,24, ça nous fait que ce qu'il y a après la virgule. Donc c'est pas grand chose en comparaison.
Bon, mais si on compte large les fraudes liées à l'assistanat, c'est-à-dire maladie, retraite et alloc familial, il y a un rapport de la Cour des comptes de 2010 qui évalue tout ça à 3 milliards d'euros par an. Alors avec le même calcul, qu'est-ce que ça fait 3 milliards d'euros par an? Ça fait 6,81 €. Bon, alors récapitulons pour être très clair. D'un côté, on a l'estimation max de la fraude sociale. Ça nous coûte 6,81 € par mois. Et de l'autre, on a une estimation très tranquille de l'évasion fiscale qui nous coûte 136,24 €. Donc si vous voulez être au clair, vous voyez ce qui vous coûte le plus. Alors bien sûr, on dit pas ça pour excuser la fraude sociale, évidemment que tricher c'est pas cool. Non, on met ces deux chiffres en tête pour simplement qu'on se rende bien compte quel est le premier problème des Français et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que l'évasion fiscale dont on parle là, c'est que celle qui est illégale, hein. On parle pas de l'évasion fiscale légale de toutes les grandes entreprises, ou en tout cas de beaucoup, qui s'arrangent pour passer par plusieurs pays pour que leur activité en France soit moins taxée. Par exemple, Apple, Google, Amazon, elles payent parfois moins de 1% d'impôts en France alors qu'elles font plein de boulot ici. Et pendant ce temps, il y a plein de petites boîtes qui se font étrangler par la crise, les charges et tout ça. Donc imaginez là, avec ce qu'on dit sur l'évasion fiscale, toute la thune qu'on peut ramener. C'est colossal. Et quand on pense à ce que disent les grands partis, les partis de gouvernement, c'est eux qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Hein. Donc c'est eux qui ont créé ce système et qui en ont profité. Il y a plein de membres de tous les gros partis importants qui ont des comptes à l'étranger et qui se sont mis bien grâce à ce système d'évasion fiscale. Et qu'est-ce que disent le parti anti-système là? Que disent les Le Pen? Depuis quelques semaines, le gouvernement a décidé d'envoyer le feu divin sur les évadés fiscaux en légalisant les écoutes téléphoniques, les infiltrations et les sources illicites. Alors, prenant acte de votre détermination, j'aimerais attirer votre attention sur un autre type de fraude dont le gouvernement n'a pas l'air de se soucier. Je veux parler de la fraude sociale. Bon, l'évasion fiscale, ça a pas l'air d'être sa priorité. Elle préfère taper du doigt sur ceux qui touchent le RSA. Plus sérieusement, ce qu'on comprend, c'est que si on s'attaquait vraiment à l'évasion fiscale, et il y a plein de moyens qui existent, hein, c'est juste une question de volonté politique, on pourrait baisser les impôts de plein de catégories en difficulté, notamment les petits patrons et plein de gens dans la merde. Et puis surtout, ce qu'on pourrait faire, c'est augmenter les budgets de l'hôpital, de l'école et de la police qui en ont bien besoin.